بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je vais exposer dans cette vidéo un exercice sur l'électrocinétique. Il s'agit d'un exercice donc dont on demande l'application des lois de Kirchhoff d'une part et d'autre part du calcul des puissances, des différentes puissances mises en jeu dans le circuit. Bien. Le circuit, il dit que nous disposons de deux générateurs, un générateur E1R1 et un générateur E2R2. Ces deux générateurs alimentent une résistance R. Bien. Donc, on admet au départ que les forces électromotrices et les résistances internes des générateurs sont connues et que la résistance R est aussi connue. Alors donc, la question c'est de trouver les expressions des courants I1, I2, II qui circulent dans les branches de circuit. Bien. Puis, la deuxième question, on demande de trouver la valeur de R qui pourrait rendre le générateur E1R1 comme étant un récepteur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la branche où se trouve le générateur E1R1, le courant I1 va être inversé. Parce qu'ici, le sens choisi pour le courant I1 est un sens qui indique que E1 est un générateur. Pour que ce soit un récepteur, il faudrait inverser le sens du courant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire encore dans l'expression de I1, on doit chercher la valeur de R qui va rendre I1 négatif. Parce que I1 est calculé dans ce sens, alors que si la valeur de I1 est négative, ça veut dire que le vrai sens du courant, c'est le sens inverse à celui choisi sur la branche E1R1. Bien. Alors, on donne pour cela des valeurs pour faire une application numérique. Puis, la troisième question, on admet que la résistance R est égale à 10 ohms et on demande de calculer la puissance P indice G fournie au circuit externe par le générateur E2R2. Donc, ce générateur E2R2 fournit une certaine puissance au circuit. La puissance PM reçue par le récepteur E1R1, la puissance reçue par le récepteur E1R1, la puissance totale transformée par le générateur E1R1, puis la puissance PJ perdue par effet Joule dans tout le circuit, bien. On peut demander par exemple de faire un bilan des puissances. Un commentaire. Commenter les résultats obtenus bien. Alors, le circuit, donc, je le représente ici en indiquant un certain sens positif pour faire les calculs. Les lois de Kirchhoff du circuit, ce sont des lois, deux lois, la loi des nœuds et la loi des mailles. Dans notre circuit, on a deux nœuds. Donc il n'y a qu'une seule équation au nœud qui est indépendante. Je vais choisir ce nœud-là et je fais la loi des nœuds, c'est-à-dire le courant sortant est égal à la somme des courants entrants. Et j'obtiens donc l'équation pour le nœud. Et c'est une équation donc indépendante qui va être utilisée pour déterminer les courants.
Alors, la loi des mailles, on va écrire la loi des mailles pour 2 mailles uniquement, parce que nous avons au total 3 mailles et nous avons déjà une équation indépendante, donc on peut ajouter l'équation à la maille 1 et l'équation de la maille 2. Et on a donc 3 équations à 3 inconnus. Parce que les courants, on a 3 branches, donc 3 courants. Dans chaque branche, on a la circulation d'un courant. Et une branche, c'est-à-dire la portion de circuit comprise entre 2 nœuds. On a un nœud ici, je continue, je trouve un deuxième nœud. Donc ici, c'est une branche. La même chose ici, tout ceci, c'est une branche. Là encore, c'est une 3e branche. Donc, dans chaque branche, j'ai un courant. J'ai I1 dans la branche de gauche, I2 dans la branche de droite et I dans la branche du milieu. Bien. J'ai déjà l'équation nœud écrite ici. Maintenant, je vais écrire la loi des mailles pour la maille 1. Alors, comme j'ai choisi ce sens-là, donc pour le générateur, j'ai moins E1. Pour la résistance R1, j'ai R1 et 1. Pour la résistance R, j'ai RI égale 0. Pour les 3 éléments, donc, la différence de potentiel ici, c'est moins E1, plus ici, la chute de potentiel, c'est R1, I1, et ici, la chute de potentiel produite entre les 2 nœuds ici, c'est RI. La somme de ces différences de potentiel est égale à 0, donc j'obtiens l'équation suivante. Pour la maille 2, je fais la même chose, en tournant dans l'autre sens. Donc j'ai moins E2 plus R2I2 plus RI est égal à 0. C'est ce qui est écrit ici. Si on remplace le courant I par son expression dans les deux équations aux mailles, on obtient donc la relation suivante. L'équation aux mailles, ici, les 2 équations aux mailles s'écrivent sous cette forme-là. Donc j'ai remis moins E1 de l'autre côté, moins E2 de ce côté, donc ils vont devenir E1 et E2. Et cette équation-là, je peux remplacer I par son expression en fonction de I1 et plus I2, et j'obtiens donc le résultat ici. Ici, il s'agit donc de 2 équations à 2 inconnus. 2 équations, c'est l'équation 1 et l'équation 2. 2 inconnus, c'est-à-dire I1 et I2. Alors, pour solutionner ce système, on doit utiliser la méthode des déterminants, ou bien la méthode dite de Cramer. Cette méthode stipule que nous devons calculer tout d'abord le déterminant du système. Et le déterminant du système noté delta, il est égal au déterminant obtenu à l'aide des coefficients des courants. Donc je mets ici sur la première colonne le courant 1, I1, et sur la deuxième colonne le courant I2. Donc j'ai R1 plus R et R pour la colonne I1. Ça c'est pour I1 de la première équation, et R c'est le coefficient de I1 pour la deuxième équation. La même chose ici pour le courant I2. Je calcule ce déterminant, donc je dois trouver ce produit moins celui-ci, c'est-à-dire on obtient ce résultat, ce qui donne finalement que l'expression du delta, c'est cette équation-là. Alors, la suite, donc, pour obtenir la solution du problème, nous devons calculer le déterminant delta 1 associé au courant I1. Il se calcule de la manière suivante. On met delta 1 est égal, et j'écris et je fais les 2 barres du déterminant. Je dois remplacer ce coefficient-là, le premier coefficient de I1 avec E1. Et le deuxième coefficient de I1 avec E2. Et j'obtiens donc ce déterminant. Le calcul donne donc cette expression.
On va faire la même chose pour delta 2, le déterminant delta 2 associé au courant I2. Je dois remplacer dans l'expression, dans l'équation de delta, les coefficients R et R2 plus R, c'est-à-dire les coefficients de I2. Dans la première équation, c'est R, dans la deuxième équation, c'est R2 plus R, qui vont être remplacés successivement par E1 et E2. On obtient ce déterminant qui, dans le calcul, donne ce résultat. Bien, maintenant, les expressions des courants. Alors, I1, par définition, c'est delta 1 sur delta, c'est-à-dire le déterminant associé à I1, divisé par le déterminant du système. On obtient donc ce résultat. Pour I2, c'est delta 2 sur I2. J'obtiens donc ce résultat. Et pour la valeur de l'expression de I, je remplace I1 et I2 par leur expression dans l'équation au nœud. Et j'obtiens donc le résultat ici. Bien. Donc voilà pour les expressions des courants. Très bien. La deuxième question, on nous demande quelle est la valeur de R qui va rendre le générateur E1, R1 comme étant récepteur. Ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, serait déduit de la condition que la valeur de I1 doit être négative. Parce que c'est positive, ça veut dire que E1 est un générateur. Alors, pour que I1 soit négatif, il faut que son numérateur soit négatif. Je le vois ici, c'est-à-dire l'expression ici doit être négative parce que celle-ci est toujours, parce que le dénominateur est toujours positif, d'après l'expression ici. Et cette expression serait négative, c'est-à-dire que on aurait ce résultat, d'où on obtient donc que R doit être supérieur ou égal à E1 R2 sur E1 moins E2. Sur E2 moins E1. Je fais une application numérique, je trouve donc 5. Donc il faut que la résistance R soit supérieure à 5 dans les conditions de l'application numérique du texte. Bien. Donc si R est supérieur à 5, le générateur supposé E1R1 fonctionne comme un récepteur. C'est-à-dire qu'il transforme une quantité d'énergie, il reçoit une quantité d'énergie qu'il peut stocker pour la livrer après quand il va jouer le rôle du générateur. Troisième question, on nous donne R égale 10. Et 10 c'est supérieur à 5. D'après cette expression que nous avons ici, 10 étant supérieur à 5, alors le générateur E1R1 joue le rôle de récepteur. Dans ces conditions-là, calculer la puissance PJ fournie par le générateur E2R2. Cette puissance donc, la puissance fournie par le générateur est égale à E2I2 moins ce qui est perdu par effet Joule dans le générateur R2. Donc le générateur E2R2 fournit au circuit cette puissance PG. Comme I est égal, comme I2 est égal à cette valeur-là, je fais une application numérique pour obtenir la valeur de I2, on obtient 0,337 ampères. La puissance PG obtenue est égale à 0,78 watts. Ici donc c'est l'application numérique dans cette relation-là. Je remplace I2 par son expression, E2 et R2 par leur expression. J'obtiens donc ce résultat pour PJ. Bien. La troisième question, on nous demande de calculer la puissance PM.
c'est-à-dire la puissance reçue par le récepteur. Alors il faudrait pour cela calculer I1. On arrive à moins 0,105 ampères, valeur négative qui indique bien sûr que le générateur supposé E1R1 joue le rôle de récepteur. La puissance PM reçue par le générateur E1R1 est égale donc à cette expression-là, c'est-à-dire ce qui est reçu totalement par le récepteur, c'est ce qui est consommé dans le récepteur par FJ et ce qui est stocké dans le récepteur. Alors cette puissance PM par application numérique est égale à 0,243 watts. La puissance transformée par le récepteur E1R1, c'est la puissance transformée, est égale donc à E1I1. Alors, voilà donc pour la puissance transformée. La puissance perdue par FJ dans tout le circuit est égale donc à la somme des puissances perdues par FJ dans chacune des résistances du circuit. On obtient par application numérique 1,14 watts. Cette puissance dissipée par FJ est égale aussi à la différence entre la puissance développée par le générateur PA, qui est égal donc à ceci, et la puissance transformée par le récepteur PT, c'est-à-dire PJ est égal à PA moins PT, est égal à E2I2 moins E1I1, est égal donc approximativement à 1,14 watts par application numérique. Il est clair qu'on peut vérifier par exemple la loi de conservation de l'énergie dans le circuit permet donc de dire que ce qui est perdu par FJ est égal à ce qui est fourni par le générateur E2 moins ce qui est stocké dans le récepteur E1. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.